À l'heure de la Convention citoyenne sur le climat, on peut se demander s'il est nécessaire de recouvrir des surfaces naturelles encore vierges dans le seul but de faire du chiffre d'affaires. Ici, 15 hectares qui participent à la captation de l'eau de pluie vont bientôt être partiellement recouverts de bâtiments et de parkings. Le monde bien sûr n'est pas fait pour durer, il est sans arrêt bouleversé, et des lieux d'apaisement comme celui-ci se font rares aujourd'hui. Comme beaucoup de Nancéens, j'y ai trouvé ici le calme et l'isolement. Et parce que la civilisation, le monde moderne, va bientôt bouleverser cette tranquillité, j'ai voulu rendre hommage à ce lieu. Bienvenue sur planon.com, je m'appelle Vincent et je vous invite sur un lieu de l'histoire de l'aviation, à 2 pas de Nancy, la plaine Flageols. Christophe, Bonjour Vincent. merci d'être venu pour cette vidéo. Je t'en prie. Écoute, je t'ai demandé un coup de main parce que toi tu es historien. Oui, Tu as écrit récemment un livre sur l'histoire de l'aviation à Nancy. tout à fait. Et c'est pour ça que je t'ai demandé un petit coup de main parce qu'ici en fait on est proche d'un aérodrome. Oui. Et on va parler de l'histoire de ce lieu. Alors ce lieu ça s'appelle la plaine Flageols, c'est un lieu qui est connu des Nancéens. Tout à fait. Ouais. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur son histoire. Alors, la plaine Flageols, là, c'est totalement dégagé. Ça va pas le rester. On va pas le Et là, rester. non, ça va pas le rester parce que c'est peut-être aussi un peu l'objet de cette vidéo où on va montrer que les espaces évoluent. C'est ça. Et donc ici, on est tout près de Nancy. On est à l'est de Nancy. On est au sud du plateau de Malzéville. Ça c'est le plateau de Malzéville. Ça, c'est le plateau de Alors, on le Malzéville. reconnaît bien parce qu'il y a une antenne, la grande antenne. Ouais, qui est un peu notre tour Eiffel, quelque C'est part. ça, c'est un très bon repère pour les pilotes dans le coin. Ouais, même Et pour puis- tous les Nancéens. Qu'est-ce qu'on voit d'autre alors autour de nous? On a Alors, tout près de nous, on a la ville alors la ville de Nancy. qui est Magnifique. Alors c'est vrai qu'on est tout près. On est à quelques centaines de mètres, on est très proche du centre-ville, qu'on reconnaît avec la tourtière qui est au cœur de Nancy, tout proche de la gare. D'accord. Et puis au loin, on a le plateau de Villers, et puis le haut du Lièvre, Ah, Pont de Vigne. C'est ça, Pont de c'est Vigne. ces grandes barres d'immeubles là-bas. Et entre les deux, Nancy est dans une vallée. Alors c'est complètement étonnant parce que là on a de l'urbanisation qui est très proche. Et ici on a une grande plaine herbeuse, oui, qui est intacte, et parfaitement plane. Et c'est complètement étonnant que ce soit pas urbanisé. Oui, c'est assez étonnant. Mais en fait, c'est lié à l'histoire de la ville, et c'est lié à l'histoire militaire de l'aviation sur la ville. D'accord. On va voir ça plus en détail dans la suite de la vidéo. Tout à fait, oui. Et pour l'instant, on va admirer le paysage, un petit peu Ouais. montrer aux gens qui nous regardent que finalement c'est une grande zone. Alors, elle était pas comme ça quand on l'a connue nous il y a 30 ans. Oui, il y a 30 ans. Oui. Donc il n'y en avait pas toutes ces broussailles, c'était mieux tondu. Il n'y avait pas ces activités, toutes ces activités sportives. Là, on voit qu'il y a un très beau terrain de baseball. Ouais, et puis des terrains de rugby, des terrains de foot. Alors ça a un petit peu changé. Et par contre, maintenant, ça y est, ça va complètement changer. On va avoir une zone d'activité commerciale et de loisirs qui va s'installer ici et qui va manger donc une partie de cette grande surface. Sur cette photo aérienne de 1989, on peut voir à l'est de Nancy une large zone qui est bordée par des communes. Cette surface, ici en bleu d'environ 400 hectares, est principalement occupée par l'aérodrome et des terres cultivables. La zone délimitée en rouge est ce que les Nancéens appellent communément la plaine Flageols. Au début des années 90, cela représentait 38 hectares. On pouvait facilement accéder à ce lieu pour un moment d'isolement et de quiétude. Tout était entretenu, tondu, et seules les limites fixées par l'aérodrome et la latte étaient définies par des grillages. Début 1990, une partie de la plaine Flageols a été consommée, d'abord par le garage VAG, puis la piste de karting et enfin le musée de l'aviation. 1998 vit la fin de celui-ci, et son hangar fut démoli en 2015. Début 2020, une séparation grillagée fut posée sur ce qui semble être les limites cadastrales de l'aérodrome. La prochaine modification commencera l'année prochaine, en 2025, et consommera encore un peu de surface de la plaine Flageols. Revenons tout de suite sur l'histoire de ce lieu, curieusement épargné par l'urbanisation. Mais avant cela, je tiens à vous présenter mes excuses pour la médiocrité de la qualité de l'enregistrement sonore.
Vous noterez toutefois l'omniprésence des chants d'oiseaux qui nous accompagnent tout le long de la vidéo. Christophe, on s'est un petit peu déplacé là sur la plaine Flageole, on s'est rapproché de, on dirait des bâtiments militaires là-bas, on voit des hangars kaki. Eh ben tout à fait. Est-ce que c'est ça? Alors, des militaires ici, des civils, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui fait qu'on ait la présence des deux? Est-ce qu'on est sur un terrain militaire ou un terrain civil? Comment ça s'explique tout ça? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. En C'est un peu fait, plus compliqué. effectivement, ici aujourd'hui, il y a des civils et il y a eu des militaires. Ah, il y a eu des militaires, Hein, ok. Ils sont un peu partis. Mhm. Mais en fait, l'histoire de l'aviation à Nancy, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Mhm. Elle a suivi plusieurs sites au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. D'accord, c'était pas centré ici. Non, ici, il n'y avait rien. Il y avait rien C'était des champs. Des champs. Ouais, Des c'était- champs donc de, j'imagine, de Tomblaine, qui existait déjà bien sûr, hein, Oui, la oui, ville oui. de Tomblaine. Enfin, village, parce que c'était beaucoup plus petit bien sûr, jusque au prochain village qui se trouvait être Tulnois Et puis Saulsure. et Saulsure. Donc il y avait, en fait, c'était de l'agriculture, c'était des champs. C'était des champs. D'accord. Ça, c'était des champs, on peut situer à peu près la date. Jusqu'en 1922. Jusqu'en 1922. 22, D'accord, voilà. ok. Alors, l'histoire de l'aviation à Nancy, Mhm. elle est d'abord intimement liée à l'histoire de la ville. Ok. Nancy, dans les années 1860, c'est rien en fait. C'est une petite ville de 40 000 habitants. C'est pas grand chose. C'est pas grand-chose. Ouais. Ce qui va changer le destin de la ville, c'est, tu le sais, la défaite de 1870. Mhm. Lorsque la France perd face à la Prusse, qui devient l'Allemagne, et on perd 3 départements, hein, L'Alsace et un bout de la Moselle. et un gros bout de la Moselle, Un gros bout de la Moselle. et Nancy se retrouve propulsée ville frontière. D'accord, donc on est tout proche de l'Allemagne ici. Bon, une vingtaine, une trentaine de kilomètres. Alors l'Allemagne c'est par là. Ouais. C'est par là, donc ça veut dire que de là, on fait 30 bornes et paf, on est en Allemagne. Ouais, on est à la frontière. Ouais. Et, disons que c'est un peu tendu entre les deux pays. C'est un peu tendu, d'accord, ouais. Et ça le sera plus ou moins à travers le 19e siècle. Mais Nancy va donc changer de statut. De petite ville de province va devenir ville frontière. Oui. Et Nancy va accueillir un certain nombre d'Alsaciens et de Mosellans, de toutes conditions sociales. D'accord. Ça va des domestiques jusqu'aux professeurs d'université, aux grands industriels. Les industriels, ça c'est intéressant effectivement parce que il y en avait quand même pas mal en Alsace. Oui, Notamment, il y a de la filature. Oui, puis c'est des gens dynamiques, des gens qui ont de l'argent, des gens qui veulent bien faire. Et un certain nombre vont rester à Nancy parce qu'on est tout proche, ils ont encore de la famille, sans doute, dans les Vosges ou en Alsace ou en Moselle. D'accord. Et la ville, la population de la ville va être multipliée par 3 en 40 ans. C'est énorme. Alors, c'est énorme, et conséquence de ça, le tissu urbain va énormément grandir. D'accord. Voilà, ça c'est un point très important à comprendre. Mhm. Et Nancy, en plus, devient une ville vitrine. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est meilleur que les Allemands. D'ailleurs, les Allemands font la même chose à Metz. Mhm. Ils veulent montrer qu'ils sont meilleurs que les Français. Donc la ville va être très dynamique et va vouloir être à la pointe de la technique. Et parmi les gens qui viennent grossir ce flot de population à Nancy, Mhm. il y a des militaires. Il y a beaucoup de militaires. C'est là qu'on construit tout le quartier Blandan, Landremont, Molitor, D'accord. Sédio. Ça c'est la proximité en fait de l'Allemagne qui justifie Tout à la fait. présence des militaires ici, enfin une plus grosse concentration de militaires. Et on estime qu'en 1913-1914, il y a 13 000 militaires à Nancy, c'est-à-dire 10% de la population. 10%. Et les militaires, Nancy, donc avec ses casernes, va être un espace aussi de logement et de formation. Et les militaires vont commencer à acheter des terrains. Et parmi les terrains qu'achètent les militaires, il y a le plateau de Malzéville. Le plateau de Malzéville, on parle toujours pas d'aviation, on est bien d'accord, c'est On parle avant l'histoire toujours- de l'aviation. C'est toujours avant l'histoire de l'aviation. Donc, D'accord. ils achètent des terrains sur le plateau de Malzéville où il y a des revues, des manœuvres tous les Mais ans. qu'est-ce qu'il y avait sur le plateau de Malzéville à cette époque-là? Il y avait des fermes. Il y a des fermes, Il d'accord. y a des fermes. La plus célèbre qui reste aujourd'hui, c'est la ferme Sainte-Geneviève, mais Oui. au centre du plateau, il y avait la ferme Sainte-Marguerite qui Mhm. devient des bâtiments qui accueillent les militaires. C'est pas une caserne, mais ça accueille Non. les militaires. Ouais, c'est avant tout une ferme, c'est un corps de ferme en fait. C'est un corps de ferme qui sert effectivement à accueillir les militaires pendant les revues. Et là-dessus va se greffer l'aviation. Mhm. Parce que les premiers avions, tu le sais, tu es un peu un spécialiste, hein, c'est 1903, les frères Wright. D'accord. On est en décembre 1903. En juillet 1909, Blériot traverse la Manche. Ça veut dire qu'il y a un énorme progrès en l'espace de 5 ans et demi. Hein. Bah là, on a inventé le monoplan. On a inventé le C'est monoplan. déjà, c'est la formule classique, c'est le moteur avant, le voleur principal à l'avant, les empennages stabilisateurs à l'arrière. On est déjà sur une formule qu'on continue d'utiliser aujourd'hui.
Tout à fait. On a créé l'avion à ce moment-là, enfin l'avion qu'on connaît aujourd'hui. En même temps, c'est une formidable avancée technique de se dire qu'au lieu de faire un saut de puce de quelques centaines de mètres, on arrive à traverser la Manche, quoi. Absolument. Donc ça, c'est énorme. Ça va intéresser les militaires, forcément. Ça va intéresser les militaires, mais alors, bon, il y a la nouvelle école, l'ancienne école. Oui. Le progrès n'est pas toujours partagé par tout le monde. Mais en 1909 à Nancy, il y a une exposition très importante où il y a les premières démonstrations d'avions, dont une à Tomblaine, où on montre qu'on peut voler, en fait. Et ça, c'est très important. Et les militaires vont commencer à se dire, l'aviation, ça peut aider l'armée, et proche de la frontière, ça devient évident qu'il faut des terrains d'aviation. Oui, Voilà. effectivement. Alors, terrain d'aviation, ça va être quoi alors, du coup? Puisque le terrain militaire, c'est Malzéville, enfin un des terrains militaires est Malzéville, est-ce que ça va être tout de suite à Malzéville? Eh ben non, Non, ça serait finalement beaucoup pas. trop simple. Ça serait trop simple. Clément Ader, qui est un petit peu connu dans le milieu de l'aviation, Oui. donne des préconisations en disant il faut un terrain plat, un terrain bien orienté par rapport au vent dominant, et un terrain en altitude pour éviter les brouillards de fond de D'accord. vallée. Alors Donc- ici, à Nancy, le vent dominant, bon, en France généralement c'est un vent d'ouest, donc le vent vient de par là. Hein, situation dominante et terrain dégagé, plateau de Malzéville. Plein d'autres Malzéville, alors on va tout de suite aller sur le plateau de Eh Malzéville. ben non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Parce qu'il y a une raison, et la raison, je te l'ai évoqué, c'est la présence de la frontière. D'accord. On fait- Ça veut dire qu'on est trop près. Oui, on fait la guerre, enfin comme certaines activités humaines, on fait la guerre en fonction de ce qu'on connaît de la guerre précédente. Oui. Et donc, en 70, on était surpris par les mouvements de troupes. Hmm. Donc, on se dit, s'il y a une nouvelle guerre contre l'Allemagne, et ça commence à devenir chaud en 1909, on commence à se dire, ça risque de dégénérer, eh bien, on se dit que on peut peut-être pas bloquer les armées adverses, Mhm. mais multiplier les obstacles pour les ralentir et pouvoir se réorganiser. D'accord. Or, Hmm. en Lorraine, tous les reliefs et tous les cours d'eau sont orientés nord-sud. C'est-à-dire en barrière par rapport à une invasion D'accord. de troupes. Et le problème de Malzéville, c'est qu'il est du mauvais côté de la Meurthe. Voilà, c'est ça, la Meurthe, bon pour ceux qui connaissent pas, la Meurthe, en fait, elle traverse sur le bord de Nancy, hein, Au cœur de Nancy, elle Cœur de traverse Nancy. Nancy. et va se jeter dans la vallée de la Moselle, un peu plus loin là-bas, Tout à fait. au nord du plateau de Malzéville. Donc ça contourne le plateau de Malzéville par là. Et ça isole le plateau de Malzéville, Ouais. mais en rive droite, c'est-à-dire du mauvais côté. C'est ça, le plateau de Malzéville est du côté de l'Allemagne par rapport à la Meurthe. Voilà. Donc ça n'est pas un lieu intéressant pour les militaires, compte tenu de leur expérience passée. Voilà, c'est pour ça que même si le lieu est idéal, eh ben, il n'y a pas d'aviation à Malzéville. Alors il y a quelques essais, il y a quelques avions qui se posent, mais c'est rien, quoi. D'accord. Donc les militaires vont se dire on va s'installer à Nancy. Ils vont chercher un terrain, il y a 2 ou 3 terrains. Donc celui qui sera retenu le plus emblématique, c'est Villers. Villers. Alors Villers, on va le situer. Ah bah Villers, il est Villers. quasiment juste en face. Voilà, c'est sur le plateau en face. Donc c'est pas très loin du CHU. Oui. Alors il y avait déjà un petit terrain au pied du CHU sur un lieu qui s'appelle le Prieuré, qui lui a duré un mois, quoi. Ouais, d'accord. Donc, anecdotique. Et en janvier 1913, les militaires s'installent à Villers. À Villers. Donc complètement en face, mais du bon côté. par Du rapport bon à la- côté. Voilà. Du bon côté. Et finalement, ça dure assez peu de temps, puisqu'on est en 1913, et puis on connaît tous la chronologie. En 14, c'est la guerre. Ouais. Donc le terrain militaire de Villers va continuer d'exister toute la guerre, mais il ne sera pas suffisant. En fait. Ok. Donc là-bas, on avait des installations, on avait des hangars. On avait des hangars. Ok, on va aller sur quoi alors finalement? Des avions voisins, des biplans, C'est ça. des cerfs-volants motorisés, comme disait Bernard Chabert. Un petit peu, ouais, c'est un Voilà. petit peu l'idée. C'est le mais- début, c'est le tout début en fait du conflit la Première Guerre mondiale. Oui. On vole sur des machines qui sont frêles. Oui. Ça va se perfectionner au fur et à mesure au cours de la guerre, mais au début il faut comprendre qu'effectivement on a des machines qui ressemblent vraiment à des machines très frêles, des cerfs-volants motorisés avec des haubans partout, biplans, souvent avec des empennages rajoutés devant, des moteurs Oui. propulsifs. Pas On n'est très fiable en plus. pas très fiable, on est sur ce genre d'aviation. Et en 1915, il y a quelque chose qui va changer le destin de l'aviation militaire à Nancy. Mhm. C'est Gouas de Mézrac, qui est commandant du premier groupe de bombardement, qui est sur tout le croix de Metz, et qui va dire que le terrain ne convient pas, et qui va chercher un nouveau terrain. Et il connaît déjà Malzéville parce qu'il avait fait des approches lorsqu'il fallait choisir le terrain militaire. Oui, Et il va dire voilà, on s'installe à Malzéville. d'accord. Et à partir de là, le deuxième grand terrain militaire, c'est Malzéville. Ok, donc on continue à utiliser Villers. Oui. Et en même temps, Il y a Malzéville. voilà, Goy de Mézrac qui est donc à Toul,
côté de Toul, vient s'installer ici. En mars 1915. Ok. Et à partir de là, le plateau de Malzéville va devenir la grande base de Nancy, avec de très nombreuses missions. Bon, on ne va pas détailler ça parce qu'on doit parler de la plaine, mais de très nombreuses missions, et ça ne veut faire que croître jusqu'à la fin du conflit. D'accord. Donc en 1918, fin du premier conflit mondial, on se retrouve donc avec une activité aérienne militaire concentrée sur le plateau de Malzéville. Oui, enfin c'est le terrain qui reste, effectivement. Le terrain de Villers est en train de péricliter, et celui qui reste, c'est Malzéville. D'accord, mais ici, toujours rien. Sur la Toujours plaine. rien. Il n'y a rien ici. Les choses vont changer en 1920, parce que le groupe de bombardement, en partie va occuper l'Allemagne, en 1919-1920, et va revenir à Malzéville en 1920, et très rapidement on se rend compte que c'est plus adapté aux avions de cette époque-là. C'est ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On commence avec des cerfs-volants motorisés, ça va très bien, ça se pose sur 3 fois rien, ça décolle très vite parce qu'avec 40 km/h on est déjà en l'air. Mais ça va se perfectionner, on va avoir des moteurs de plus en plus puissants, des avions qui finalement vont voler un peu plus vite pour faire des missions toujours plus loin, toujours plus rapidement. Plus gros, ouais. Et on va avoir des avions effectivement qui ne sont plus adaptés à la surface du terrain de Malzéville. Tout à fait. Et donc, il y a deux choses qui vont se passer en parallèle. La première, c'est que Nancy rêvait d'un aéroport, et donc va se dire, elle va commencer à acheter des terrains sur Villers pour créer un aéroport à Villers. D'accord. Et en accord avec les militaires, parce que c'est en partie l'aérodrome militaire, et on va vouloir faire un aéroport sur Villers. Mais coup de théâtre, en 1920, le commandant de Malzéville, qui s'appelle Boucher, Alexandre Boucher, se dit ça va pas, et il va délocaliser tout l'aspect administratif, logement de la troupe, magasin, sur le quartier Kléber, donc à Essay. Donc juste derrière. Juste derrière, c'est Non. juste là. Alors les bâtiments du quartier Kléber étaient donc derrière les hangars. Derrière les hangars. Donc il y avait tout un quartier militaire là-bas. Donc l'administration, le ravitaillement, les magasins, les munitions sont à Essay, les avions sont à Malzéville. D'accord. Donc c'est pas pratique. Non, c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique du tout. Il faut signaler quand même qu'il y a 200 mètres de dénivelé, qu'il y a un seul chemin, c'est le chemin stratégique pour monter au plateau de Malzéville. Oui. Et effectivement, c'est difficile, c'est long, c'est sinueux, il faut monter là-bas, c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique du tout. En 1922, on a un article dans le journal qui fait un scandale en disant voilà, les militaires abandonnent le projet commun sur Villers et achètent les terrains de la plaine Flageole. Voilà, enfin on a de l'aviation sur la plaine Flageole. Enfin on a de l'aviation sur la plaine Flageole. C'est complètement cohérent puisque si on a les installations militaires du quartier Kléber, Oui. c'est contigu, hein, on est tout de suite, on touche. Et on va utiliser donc finalement toute cette plaine herbeuse sur laquelle nous sommes. Ouais. Jusqu'à la prochaine ville, ici, jusqu'à Tomblaine. Et puis donc, ça n'est pas que ça finalement à ce moment-là, cette zone militaire. Ça ne s'arrête pas là où on voit les installations d'aujourd'hui. Ah non, c'est beaucoup plus vaste en Voilà, fait. ça englobe en fait le terrain complet que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est le terrain complet plus la zone herbeuse sur laquelle nous sommes. Oui. C'est ce qu'on appelle finalement la plaine Flageole. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, parce qu'aujourd'hui on observe le paysage, c'est que c'était il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, et donc effectivement l'urbanisme n'était pas du tout comme ça il y a 100 ans. Mais ici il n'y avait rien. Il y avait même un projet de cimetière. Un projet de cimetière. Il y avait un projet de cimetière de l'Est, alors le cimetière du Sud existait déjà, mais oui. Il y avait déjà un projet de cimetière. Et les militaires vont faire les travaux à partir de 1924 et le terrain sera occupé par la base en 1926. Le dernier avion quitte Malzéville, le dernier avion militaire, je pense, quitte Malzéville en 1926. Ok, donc il y a eu, j'imagine, un peu de terrassement, mais on voit bien qu'au niveau topologique, c'est relativement plat. Donc il y a peut-être eu peu de travail à faire, j'en sais rien. Hein. Si quand même, parce que dans l'adjudication, on se rend compte que le terrassement représente la moitié du budget. D'accord. Donc c'est quand même, conséquent. Il y a peut-être quelques arbres, des choses comme ça. Et un peu de dépierrement. Voilà. Donc il faut s'arranger pour que ce soit une surface herbeuse qu'on a préservée jusqu'aujourd'hui. Pour faire poser et faire décoller des avions. Et donc le régiment d'aviation, qui est en 1920 était devenu le 21e RABN, régiment d'aviation de bombardement de nuit, s'installe ici. Okay. Et il y restera. Alors le RABN part en 1937, mais il y aura d'autres escadrilles et ils vont rester jusqu'en 1940.
Enfin, plutôt 1939. Plutôt 1939. Alors Christophe, on vient de se dire que la guerre est finie depuis un bon moment maintenant. On est La en- première. Hein. la première guerre, on est en 1926 et là on s'installe véritablement, on commence à construire des choses ici. Alors, la construction est terminée en 1926. Ah, elle est terminée en 1926, excuse-moi, on commence un petit peu plus tôt forcément, on va Oui. construire des hangars, Oui. gros hangars finalement, des hangars militaires, Ouais. En béton. en Ouais. béton armé. Oui. Ouais, c'était quand même une technologie pas nouvelle, mais enfin c'est du costaud, c'est du dur. C'est du- Des gros hangars, et ils sont où ces gros hangars? Alors, ils sont au fond, là-bas, au fond du paysage. Alors Ils sont en arc de cercle. Donc, on a le quartier Kléber qui est dans cette direction. là-bas, ouais. Ouais, qui est un petit peu derrière les immeubles. Et puis, on a un certain nombre de hangars qui se développent en arc de cercle sur les hauteurs. Alors ça en monte arc, très légèrement. en et- arc de cercle, on a je crois encore quelques vestiges de ça, on a une trace parce que Oui, il y a des traces au sol, ouais. l'emplacement a été réutilisé par la LAT à une époque, Très on y longtemps, reviendra. On y revient. Et cette trace en fait elle se trouve de l'autre côté de la piste actuelle, Tout à fait. à l'opposé. Alors, on ne peut pas y aller. Hein. On peut pas y aller malheureusement et finalement c'est l'extrémité du terrain, la première extrémité donc derrière nous, le terrain d'aviation commence ici, Donc, dans cet axe-là. voilà derrière les broussailles au niveau de la route actuelle et il va donc se prolonger jusque donc ce fameux lieu en arc de cercle où on va retrouver les hangars en béton qui se trouvent donc de l'autre côté du terrain, enfin de la piste Du actuelle. côté de Saussure. Absolument. Et donc là, techniquement, on est sur la piste de l'époque. Ici là on est sur la piste. On est sur la piste de l'époque. Alors il y a des avions qui décollaient de là et donc c'est pas l'endroit exact où les avions décollent aujourd'hui, pas du Non, tout. non. La non, piste ils n'est pas d'ailleurs pas orientée de la même façon. Pas du tout. On a sur des images d'époque, on voit la différence entre l'axe actuel et l'axe de l'époque. Voilà, donc là on a une 0321 Oui. actuellement sur essai. Là l'axe est franchement tourné par rapport à ça. Oui, il est Et- plus est-ouest. Ouais. Et on décolle donc tout proche. La piste est finalement un peu plus courte ou elle est la même longueur hein Elle n'est courte, pas hein. franchement plus courte. Elle est un peu plus courte. Si, Techniquement, elle est un peu plus Elle est un courte. peu plus mais- courte. Et donc à cette époque, est-ce que c'était une piste en herbe ou Oui, en... c'était un vaste champ en fait. C'est ce qu'on a là en fait. C'est ce qu'on a là. Évidemment, aujourd'hui, il y a un peu plus de creux et de bosse, mais Oui. c'était un Donc peu plus ça on peut entretenu. dire que ça c'est un vestige de cet De- aérodrome. Du premier aérodrome. Et ce premier aérodrome a été très très actif parce qu'il y a de très nombreuses missions qui partent d'ici, des missions de paix. Hein, Oui. Et puis les aviateurs de Nancy participent à des manifestations sportives, ils vont jusqu'au Liban, ils vont très très loin. Hein. Et en plus, on a des meetings ici dans les années 20, à partir de 1928. Donc ils arrivent en 26, hein, la base est opérationnelle en 26, à partir de 28. On a des meetings tous les ans ou tous les 2 ans qui sont des grandes fêtes populaires où il y a énormément de monde. L'aviation était aimée de la population à l'époque. Hein. Alors, le 21e régiment ouais, est très très aimé de la population. Il fait partie de l'histoire de la ville. Ils sont invités à l'hôtel de ville. Quand le 21e va partir, une grande cérémonie à l'hôtel de ville de Nancy. Ça fait partie de la vie de la cité. Donc on est sur un terrain militaire. Ouais. Mais les civils profitent quand même un peu des installations. C'est pour faire des meetings, pour faire des choses comme ça. Alors, ou- ils viennent en meeting parce qu'en fait, il y a une collusion, parce que beaucoup de responsables de l'aéroclub de l'Est qui renaît en 1927 sont des pilotes réservistes. Ah oui. Donc, ils ont des responsabilités dans les formations des réservistes, ils volent à Malzéville, ils viennent pendant les meetings. Enfin, il y a beaucoup de croisements de ces Ouais, personnes-là c'est sur les lié. lieux. Et comme tu le disais, il y a une grosse population, une fraction de population importante à Nancy. C'est encore des militaires, j'imagine, encore à cette époque. Moins ou- quand même, Moins moins quand qu'avant la Première Guerre mondiale. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui passent ici à titre vraiment symbolique. Jean Mermoz est venu voler ici quand à la fin de sa période militaire, il a volé ici. D'ailleurs, c'est un peu remarqué qu'il a volé ici. C'est fait remarquer. D'accord, ok. Ouais. Donc ça, c'est les. On attaque donc les. On est déjà dans les années 30. Donc c'est les périodes de raid aérien. Alors, Là, c'est des périodes de raid, mais finalement, les militaires sont un peu en marge de tout ça. Hein. Oui. C'est beaucoup des pilotes réservistes, c'est des grands noms. Alors, le grand nom, les 2 grands noms ici, c'est André Bailly, Oui. d'une part, et Christian Munch. Christian Munch. D'ailleurs, ici, bon, c'est pas vraiment une rue parce que c'était barré volontairement, mais ici subsiste en fait la rue Christian Munch qui longe, qui va vers le quartier Ouais, Kléber. qui a pour l'instant une impasse plutôt, Christian Munch, Qui est une impasse, effectivement. mais qui doit rester en fait. Absolument, elle est conservée. Qu'on retrouve sur les images d'époque. Elle existait déjà quand Oui. la base s'installe. Oui, ça on le voit donc sur cette photo aérienne. On voit ici à cet endroit donc la rue Christian Munch.
Et donc on est tout de suite au bord de l'aérodrome. Oui. Et par contre les installations sont majoritairement de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Là, c'est très dégagé pour l'espace des avions. Absolument. Alors les années 30, ça se passe relativement bien, c'est calme. Et Bah, puis, ça se passe un petit peu mieux que les années 20 parce que les années 20 ils ont beaucoup de difficultés parce qu'il y a des restrictions de carburant, il manque de pilotes, il manque de mécaniciens. Enfin, c'est pas la joie quand même sur le plan des vols. Ça va un peu mieux dans les années 30 et puis tout doucement on va glisser vers une nouvelle guerre. on va glisser vers une nouvelle guerre, on le sent venir. Oui. Et donc du coup on est quand même encore relativement proche de l'Allemagne malgré tout. Parce que Nancy, on est Oui. quand même dans le nord-est. On est dans le nord-est. Est-ce que ce terrain va avoir une activité particulière par rapport à ce conflit naissant? On sent quand même qu'il y a quelque chose qui se trame. Alors, il y a quelque chose qui se trame, on va le sentir beaucoup en 1938, quand Hitler va envahir les Sudètes, où là il y aura des tensions. Les pilotes de Nancy ne sont pas trop à l'aise parce qu'on attend du nouveau matériel, ils n'y arrivent pas, en particulier des hypothèses 63-11, Alors, ils n'y arrivent pas. quelle était l'activité militaire de ce terrain d'aviation? Alors, c'est un terrain d'escadrille de reconnaissance. De reconnaissance. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans l'invasif, on fait de la Non, non. reconnaissance et... Et ça va jouer un grand rôle en fait. Parce que le terrain est très grand, il y a des installations, des ateliers. Et en 1939, les escadrilles vont partir ici. Il y a trois groupes, et ils vont partir et ils vont être reculés par rapport à Nancy. Par exemple, il y a un groupe qui va aller à Saint-Dizier. Et dis-moi, le fait d'avoir un escadron de reconnaissance, si c'est quand même un intérêt stratégique par rapport à la proximité de cette frontière, donc de l'Allemagne, c'est ça? C'est pour aller faire des reconnaissances plus facilement. Des groupes de reconnaissance, c'est plus intéressant de les mettre effectivement proche des frontières que de les mettre ailleurs. Alors oui et non. C'est peut-être pour ça, non que... Oui et non, parce que les avions de reconnaissance sont prévus pour voler loin et longtemps. Et ils sont peu armés. Oui. Donc ils ne doivent pas être au contact direct du front. On peut les mettre un peu en retrait. Et on a un certain nombre de problèmes pour les reconnaissances parce que effectivement, donc en 1939, il ne se passe pas grand chose, tu le sais, jusqu'en mai 40. Les avions ne sont pas très bien équipés, souffrent de problèmes de gel, par exemple des appareils optiques. Les missions de reconnaissance ne sont pas bonnes, parce que soit on les fait à très haute altitude et les photos ne sont pas exploitables, soit on les fait à moyenne altitude et on se fait intercepter, soit on se fait à basse altitude et c'est très dangereux. Ouais. Donc les missions ne sont pas très bonnes et il y a une note qui admet par exemple qu'on peut avoir 50% de perte. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et ce qui va changer, alors pour le terrain est quasiment désert. Le terrain est déserté. Le 10 mai 40, il y a 8 avions sur le terrain, dont 2 sont en réparation. Les escadrilles bougent énormément sur la période 39-40. Elles se déplacent tout le temps. On a en quelques mois 5 affectations pour certaines escadrilles, donc c'est pas très bien cadré, il faut quand même l'admettre. Henri Cantner, qui était pilote ici, écrit que en fait, l'armée de l'air française n'est pas du tout préparée. Oui. Donc le 10 mai 40, il y a 8 avions ici. 8 avions, dont 2 en réparation, en dont entretien. 2 inaptes au vol. Ouais. Et à 6h15 du matin, c'est l'attaque allemande. Il y a 2 groupes de bombardement qui vont venir, un à 6h15 du matin et un à 15h. Donc à 6h15, gros bombardement de la base d'essai. Ouais, donc ici. Ici, là, Voilà. le terrain est bombardé par la Luftwaffe, qui a aucune perte d'ailleurs. C'était totalement surprenant. Ouais. Sur les 8 avions qui étaient là, 6 se réfugient à Malzéville. Donc ils décollent pratiquement sous les bombes. Voilà, on va se poser là-bas. Terrain de dispersion. Voilà. Et puis les 2 qui ne peuvent pas décoller restent évidemment au sol et ils seront détruits par la deuxième vague, Fatalement. fatalement. Et à partir de mi-juin 1940, c'est la Luftwaffe qui va s'installer à Essay. Des belles installations toutes neuves. Il suffisait juste de reboucher les trous du Voilà, il bombardement. fallait reboucher les trous de la piste, il fallait replâtrer un petit peu les hangars Ouais. parce qu'il y avait eu des destructions Oh, c'est toujours comme ça, mais c'est vite fait avec des moyens militaires. avec des moyens militaires et la Luftwaffe va rester là de 1940 à 1944. D'accord, donc on va installer du matériel. Qu'est-ce qu'on peut avoir dessus? Des BF-109, des Heinkel 111. Alors, Peut-être pas tout de suite, mais... Pas tout de suite parce que en fait Nancy est dans la zone interdite. C'est-à-dire on est très à l'ouest de l'Allemagne, Oui. mais comme on est très à l'est de la France, on est trop loin du théâtre d'opération de la bataille d'Angleterre par exemple. Ah oui, ça, oui. Donc les avions d'ici ne peuvent pas participer à la bataille d'Angleterre, donc ça va devenir une base école, une base de formation et une base de requalification des pilotes blessés ou des pilotes qui veulent avoir une D'accord. qualification supplémentaire sur un multimoteur par exemple, ou sur des nouveaux types d'appareils. Ça de 1940 à 1943.
Ok. Donc ce terrain est occupé par les Allemands. J'imagine que tous les terrains du coin, tous les terrains de France, c'était le cas aussi, donc forcément Malzéville. C'est pas si évident que ça. Ouais. C'est pas si évident que ça, on n'en a pas de traces. Apparemment, Malzéville, il n'y a rien à Malzéville jusqu'en 1943. Alors il y a un petit indice qui nous confirme ça, c'est que en 1942, il y a une manifestation d'aéromodélisme au plateau. Oui. Donc s'il y a de l'aéromodélisme, des civils, etc., c'est qu'il n'y a pas de militaires. Ouais, où il y a des militaires, mais c'est toléré. C'est toléré parce que ça leur sert pas à grand chose. À partir de 1943, ça va beaucoup changer parce que le terrain, ce coup-ci, est de nouveau bombardé, mais par les Alliés. Ouais. Hein, où le terrain va vraiment beaucoup souffrir. Donc ici, on va passer d'une zone école à une zone de chasse pour intercepter, Voilà. les bombardiers, soit à leur arrivée, soit à leur retour, après avoir bombardé l'Allemagne. Et ici, ça va être intensément bombardé par les Américains. D'accord. Donc les hangars en béton vont disparaître. Oui, la piste va être ravagée complètement. Absolument. Donc toute cette étendue là va souffrir, va être bombardée. Alors j'imagine aussi que les populations locales, notamment Tomblaine, il y a des dégâts collatéraux. Saint-Max et tout ça, ça va morfler aussi, quoi. Ouais. Et en fait, c'est là que les Allemands réinvestissent Malzéville comme terrain de dispersion. Voilà, pour les mêmes raisons, quoi. On va se réfugier là-bas parce que c'est un peu plus discret. Donc on a eu aussi à Malzéville quelques Heinkel 111, quelques avions comme ça. On en a des traces. Ouais. Voilà, mais c'était pas leur terrain de prédilection, c'était pas l'activité principale. Ça a servi aussi de terrain d'entraînement pour des atterrissages. Alors on n'en a pas de preuves photographiques, mais on sait qu'il y a des parachutistes allemands qui sont venus ici pour préparer des grosses opérations et ils s'entraînaient à poser les avions et les planeurs sur Malzéville. Ils décollaient d'ici, se posaient à Malzéville. Alors Christophe, tu viens de nous dire que le terrain avait été largement bombardé par les Américains et qu'il fallait dégager tout le matériel allemand. Et puis surtout, la piste est ravagée. Donc la piste s'étend comme ça, on a changé de point de vue. Elle est cratérisée complètement. Les bâtiments, les hangars en béton qui sont de l'autre côté sont complètement détruits. Oui, c'est très très abîmé. Ouais. Voilà, il faut donc reconstruire maintenant. Alors c'est les Américains qui vont s'en charger. Parce que lorsque les Américains arrivent ici, au mois de septembre 1944, donc le terrain est très très abîmé, et en fait, Essey va servir de base pour la 3e armée américaine de Patton, qui elle est destinée à rentrer dans le sud de l'Allemagne. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres terrains américains dans le coin? Oui, il y en a un très grand qui est à Haslo. Parce qu'il y a pas très loin d'ici. C'est pas très loin d'ici, il y a beaucoup de place. C'était un terrain qui n'avait pas été occupé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été créé à la fin de la Première Guerre mondiale par et pour les Britanniques, et il y a énormément de place. Et c'est là qu'on va avoir des B-17, des B-24. Du gros matériel. Du gros matériel. C'est du gros matériel qu'on n'aurait pas pu mettre ici de toute façon. Parce qu'il n'y a pas assez de place, et surtout parce que c'est beaucoup trop abîmé. Oui, puis la piste est trop courte aussi, donc de toute façon, même si on avait rebouché les trous pour décoller un bombardier, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on trouve des rumeurs sur le fait que Essey aurait participé à l'opération Varsity, qui est une grosse opération aéroportée de la fin de la guerre, et en fait c'est pas possible. C'est matériellement pas possible parce que c'est trop abîmé, c'est matériellement pas possible parce que c'est trop petit, et c'est matériellement pas possible parce que la base sert à Patton, en fait, comme base de ravitaillement. Donc on utilise quand même, on répare l'aérodrome, au moins la piste, et on s'en sert quand même pour aéroporter quelque chose certainement. Oui, on s'en sert pour l'évacuation des blessés, pour le ravitaillement, donc avec des C-47 par exemple. Il y a une escadrille de chasse qui vient couvrir un petit peu ces mouvements aériens avec des Spitfire, mais ça dure finalement assez peu de temps. D'accord. Les Français réoccupent très rapidement le quartier Kléber, et leur mission c'est de reconstruire la base qui va devenir la base 121. Ok. Donc là, du nouveau matériel, certainement, des nouveaux bâtiments. Alors on voit derrière nous des bâtiments militaires. Alors c'est beaucoup plus récent. Ça c'est beaucoup plus récent. Il y a une phase où en fait Nancy va servir aussi aux réservistes. Donc pour la formation et la formation des appelés sur les bases aériennes. Et ensuite, même un centre médical. Un centre médical, d'accord, oui, pourquoi pas. Donc à partir de 1952, l'armée de l'air, qui était toujours sur la reconnaissance aérienne, va lâcher les installations au profit de la LAT. La LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, qui va s'installer ici en 1952. Et un certain nombre de hangars vont être construits de manière supplémentaire en 1954, donc des hangars métalliques
et qui se reconstruit à la limite du terrain, derrière le quartier Kléber. Alors, typiquement ce genre d'installation. Typiquement ce genre d'installation. Si j'ai bon souvenir, là tu avais également des installations de l'autre côté, à l'endroit où on avait justement ces hangars en béton. Oui, tout à fait. Donc ils ont reconstruit en métallique là-bas pour y mettre leurs hélicoptères. Alors d'abord des avions. Dans des avions comme le Broussard par exemple. Comme le Broussard ou des Piper aussi. Et ensuite des hélicoptères quand ils passeront sur hélicoptère. Et donc dans le courant des années 60, la piste qui a été refaite, qui a été déplacée, qui a été refaite. C'est la piste actuelle. C'est la piste actuelle, va servir d'assise pour une activité civile. Une activité civile. Donc les bâtiments qu'on connaît aujourd'hui, l'aérogare, parce qu'il servait d'aérogare à l'époque, dans les années au moins 80-90 et 70, ce bâtiment n'existait pas encore. À l'époque, il n'existait pas encore, il a été construit dans les années 60, où Nancy avait des relations aériennes très régulières, puisque on avait jusqu'à 50 000 passagers par an. On avait de l'activité d'aviation régionale. Oui, surtout des relations vers Paris, essentiellement. Voilà. Qui partaient tous les matins d'ici jusqu'au début des années 90. Voilà, on n'est pas sur la même aviation qu'aujourd'hui, on a des lignes régulières avec des moyens courriers. On avait quand même de l'aviation régionale. Oui. Avec on avait quoi comme avion à l'époque? On avait le Fokker 27. Le Fokker 27, et puis ensuite on a vu quelques ATR 42 ici. Voilà, ça c'était la belle époque de la TAT. Christophe, je voudrais te montrer un truc. Ouais. Alors on s'est déplacé un petit peu, tout à l'heure on était proche des militaires, des anciennes installations de la LAT. Oui. Et on s'est rapproché de l'aérogare. Et ici, regarde, vers ces broussailles, on dirait qu'il y a quelque chose, à ton avis. C'est très très étrange parce que tout est parfaitement dégagé, et puis là il y a des buissons. Apparemment là il y a des plots en ciment qui dépassent. Quand on a fait le tour tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait du goudron. Oui. Pourquoi tu m'as amené là? Qu'est-ce qu'il y avait là? Alors là, il y avait quelque chose d'un peu particulier ici. Il y avait un vestige aéronautique. Mais ça n'a rien à voir avec l'activité réellement, l'activité aéronautique de cette plaine flageole. Ni vis-à-vis de la LAT, ni vis-à-vis de l'activité militaire de l'armée de l'air, ni de l'activité civile. En fait, ce qui se passe ici, c'est que sur cette plaine flageole, on a eu la volonté un jour de créer un musée de l'aviation. Ici? Ici, un musée de l'aviation ici. Alors pas exactement ici, c'était à l'autre bout de la plaine flageole. Mais on a quand même, la métropole a fait l'acquisition d'un avion, un gros avion, et cet avion a été posé ici. C'est pour ça qu'on retrouve en fait des plots en béton et une aire bétonnée. C'était quoi comme avion? Alors cet avion, c'était un gros avion. Alors tu connais le B-29 peut-être, hein, oui, c'est le bombardier de la Seconde Guerre mondiale, celui qui a versé les bombes atomiques sur les Japonais. Il y a eu par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une version de Boeing, c'était un Boeing, une version modifiée qui s'appelle le C-97 et même le KC-97, quasiment le même avion. Cet avion, c'était un ravitailleur en vol. Donc on retrouve la forme générale du B-29. C'est gros alors quand même. C'est un gros avion quand même, mais avec un fuselage, on va dire, avec un ventre en dessous. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un simple fuseau, voilà, il y a deux fuseaux légèrement décalés. Donc ça fait un fuselage un peu particulier. Fuseau lorrain. Un fuseau lorrain, absolument, puisqu'on est en Lorraine. Et cet avion en fait a été transporté. Alors l'avion au départ était était dans le stock du musée de l'air et de l'espace, le MAE au Bourget à Paris. Et cet avion en fait a été confié à Nancy. Il a été démonté, transporté par route et posé ici, donc sur des petites infrastructures que tu as remarquées, sur des plots en béton. Alors pour faire quoi? Décoratif? Alors juste décoratif comme ça se fait souvent, notamment avec le KC-97. Aux États-Unis, il y a déjà eu à peu près 800 KC-97 qui ont été fabriqués, une petite série de 800 pour Boeing. Et on en trouve pas mal de ces avions-là survivants, généralement donc exposés en pot de fleurs à l'extérieur parce que c'est gros. Et on les retrouve principalement devant les musées, devant les bases aériennes, etc. D'accord. Donc c'est un avion ici, on a voulu faire la même chose, on a posé ici sur des plots pour en faire un pot de fleurs. Mais ça avait fait allure en fait, c'était un avion qui était énorme. Cet avion aujourd'hui n'est plus là comme tu peux le constater. Mais alors c'est étrange parce qu'on dirait qu'il y a une structure à l'arrière de l'appareil. Au sol, tu veux dire? Ouais. Oui, il y a une plateforme. Alors effectivement, cet avion était posé là, en pot de fleurs. S'il avait été juste là en pot de fleurs, il serait encore là aujourd'hui.
Ah, mais il est plus là. Il est plus là, mais malheureusement, il n'a pas été démonté, il a été découpé par un ferrailleur, malheureusement. Cet avion a été transformé en bar à une époque. Il était transformé en bar, ce qui explique la plateforme à l'arrière. En fait, il y avait, comme tu le vois, il y avait un petit, en superposition ici, il y avait un petit, comme un petit cabanon en dessous qui était accolé au fuselage, qui permettait de rentrer dans le fuselage. Ouais, qui est pas très joli, ça ressemble un peu à un hangar en fait. Oui, c'est pas très joli, et puis surtout, ben, c'est déjà dénaturer l'avion. C'est pas de la conservation à ce niveau-là. Ouais, on aurait mis l'avion ici, posé en statique pour le conserver, c'était très bien, c'était de la conservation. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à découper dedans, on l'a transformé en bar, voilà, il commençait déjà à être massacré. Et puis, ce bar, finalement, n'a pas été rentable. Donc la société qui exploitait a coulé, l'avion est resté là. C'est assez surprenant parce que ici, on est loin de tout. Si on veut faire la fête, on est assez tranquille. On peut faire du bruit. Ça pouvait être une bonne idée. Bon, ça aurait pu être une bonne idée, mais effectivement, on est un peu loin de tout. Et il était un peu isolé, finalement. Les gens ne sont pas venus. Malgré le côté un peu exotique de voilà, manger ou boire dans un avion, ça pouvait être sympa. Donc toujours est-il que cette société a coulé et l'avion est resté là. L'avion est resté là et finalement... Pas très longtemps finalement. Pas très longtemps, c'était dans les années 90 et il a été malheureusement vendu à un ferrailleur et l'avion a été détruit. Alors c'est lamentable parce que finalement un KC-97 en Europe, surtout celui-là, il était entier, il avait tous ses moteurs. Il était en parfait état quand il a été posé là. C'était rare, quoi. C'était une pièce quasi unique en Europe. D'accord. Il y en a quelques-uns survivants en Europe. Je connais l'existence de 2 KC-97 en Espagne qui ont été repeints en blanc et jaune, qui sont des discothèques. Il n'y a plus de moteur. Voilà, c'est simplement des épaves. Ce sont simplement des épaves. D'accord. Ici, on avait la chance d'en avoir un magnifique, qui était une pièce de musée parfaite. Et on aurait pu la garder là encore longtemps s'il n'avait pas été transformé en bar. Donc, il y a quelques images qui traînent sur le net où on voit le massacre. En fait, cette machine a été découpée à la pelleteuse, découpée en petits morceaux. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que c'est du patrimoine aéronautique et ça aurait pu émerveiller encore de nombreuses personnes, notamment les enfants. Ça aurait été magnifique de passer comme nous sommes passés dans les années 90 en dessous de cet avion. C'est une curiosité. Une curiosité et un avion magnifique. Christophe, là, on est tout au bout de la plaine Flageols. On voit donc enfin, moi je les vois en tout cas, toi aussi. Oui, bah, les voitures qui passent. Il y a un terrain de sport qui est abandonné là. Enfin... On est tout près d'ailleurs du stade Marcel Picot. Oui, la caserne des pompiers qui est juste au coin de la rue. La caserne des pompiers, et là on se trouve devant ce qui reste du musée de l'air. De l'aviation, de l'aéronautique si tu veux, de Nancy. Il était là. Il était là, donc là c'était l'accès goudronné au parking. Ouais. Et puis le bâtiment était juste là en travers. Là, voilà. Le bâtiment, donc tu avais une façade plate ici, et tu avais donc 2 arches. Oui. C'est ça qui partait à droite et à gauche. Qui était censé symboliser des ailes d'avion. Oui, absolument. Et il y a une décoration qui était apposée sur la façade avec des cercles qui symbolisaient les moteurs en fait, ou les hélices qui tournent devant les ailes de l'avion. Ça, je l'avais pas remarqué, la relation symbolique avec les... Ah, il y a une relation symbolique. Ah, il y a eu une relation, d'accord. Eh oui, il y a une relation symbolique. Moi, je l'ai connu blanc au départ, et effectivement, la peinture a été remise après. Mais bon, comme il y a eu des tôles qui sont volées, après, la peinture était incomplète. Alors ça, effectivement, c'était en 90. En 90. Donc voilà à quoi ressemblait ce musée, finalement, parce que là, aujourd'hui, c'est que des broussailles. C'est des broussailles, c'est un peu sale, finalement, à regarder comme ça. C'est pas propre. C'est triste. C'est triste et c'est pas propre, et donc le bâtiment ressemblait à ça, regarde. Oui. Magnifique. Il était très beau, la structure interne aussi était très très belle, avec des arches en lamellé-collé. Lamellé-collé. Oui. C'est très impressionnant à voir arriver et installer. Alors, on les a vus arriver, nous, sur les camions, on les a vus monter, on a participé également au transfert des avions. Bah toi ? Ouais. Parce que moi je l'ai pas fait, mais... Voilà, alors j'ai participé effectivement au transfert des avions, en traversant donc la plaine Flageols du terrain militaire de la Latte jusqu'ici dans le musée. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que voilà, il y a eu une volonté d'une association, il y a eu la volonté d'une personne, il y a eu la volonté des politiques de créer ce musée qui a coûté quand même très très cher. C'est un bâtiment qui a coûté très cher. C'était un gros bâtiment. C'était un gros bâtiment parce qu'il y avait une belle collection, mais parce qu'un avion, forcément c'est énorme. C'est énorme. Donc il faut de la place pour le ranger, pour l'ouvrir. Et puis ça s'est concrétisé en 93.
Hein, ça a ouvert, ça a été inauguré en grande pompe avec Patrick Baudry, qui Oui. était célébrissime. Aujourd'hui, il est peut-être un peu moins célèbre. Hein, c'était notre spationaute, notre spationaute avec Jean-Loup Chrétien. C'était les deux personnages qu'on voyait partout. Hein. Absolument. Donc il vient ici, il inaugure le musée. Et puis bon, il faut dire peut-être que on a vu les choses un peu trop en grand, avec trop de monde, on escomptait trop de visites et ça n'a pas fonctionné en fait. Ça n'a pas fonctionné, c'est vrai que ça n'a pas attiré beaucoup de monde. On a eu des charges salariales importantes. Ça a participé à l'effondrement de ce musée tout simplement. Alors, oui, alors il y a deux effondrements, hein. Il y a l'effondrement financier et puis il y a l'effondrement physique, hein, au moment de la tempête. La tempête de 99. Mais bon, la tempête de 99 n'a pas fait des dégâts que sur le musée. Il y a eu des dégâts aussi dans le coin, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés sur le plateau de Malzéville. Ça a soufflé quand même fort. Donc il a quand même bien tenu le coup. Il a tenu le coup, mais bon, financièrement, il n'a pas tenu. C'est le gros problème. Financièrement, il n'a pas tenu. Au départ, ce hangar, en fait, c'est un hangar, était dimensionné pour cette collection. Il restait encore quelques avions derrière, qui n'étaient pas couverts. On aurait pu encore faire venir d'autres avions et le bâtiment a été conçu de telle façon qu'il était possible de rallonger le bâtiment dans cette direction. Et là, il y avait de la place. Hein. Et il y avait de la place. Parce que le bâtiment, en fait, on pourrait appeler les fermes, en fait, c'était des lamelles collées en forme, donc, comme tu l'as dit, hein, qui rappelaient d'arc de cercle. D'arc de cercle, des grands cintres comme ça qui étaient disposés. On pouvait en mettre autant qu'on voulait pour allonger le bâtiment. Et ça n'a pas été le cas. Et donc finalement, c'est un très beau bâtiment, très original. Peut-être plus de l'intérieur que de l'extérieur, parce que de l'extérieur, ces tôles n'étaient pas forcément très jolies. Quand on allait vers Essay, on longeait ce bâtiment et c'était pas très beau. Et finalement, il est très éphémère, parce qu'il fonctionne 5 ans. Oui, c'est plus. Au bout de 5 ans, il est fermé. En 99, il est abîmé et il reste à l'abandon. Ce bâtiment reste à l'abandon jusqu'à sa démolition. C'est horrible parce que finalement, la volonté de monter un musée, de faire une collection, le collectionneur Guy Poussard a passé une bonne partie de sa vie à collecter tout ça, à monter tout ça à bout de bras, à convaincre les collectivités d'investir dans ce projet. Et finalement, ça s'effondre très vite. Oui. Et c'est une catastrophe. Moi, je l'avais rencontré, ce monsieur, en 99, avant que je quitte la région. Quand le musée a été abandonné par la collectivité, eh bien, il était possible, il était amer, certes, il était possible qu'il y ait des gens qui rentrent à l'intérieur pour piquer des instruments, faire des dégradations. Et lui-même, j'étais passé là un dimanche, et lui-même faisait de la surveillance. C'est comme ça que je l'avais rencontré, parce que je l'avais rencontré évidemment quand on avait fait le transfert des avions, et je l'avais revu en 99, donc quand ce bâtiment a été potentiellement visité. Il faisait du gardiennage de jour et de nuit pour éviter effectivement que les avions soient dégradés. Donc on peut quand même avancer quelque chose, on va reparler peut-être de la collection, mais le fait est qu'il y avait des avions rares quand même ici. Ah oui. Et ça c'est parti, hein. Bon, ils ont été préservés, heureusement. Ils n'ont pas été ferraillés, mais heureusement, on avait une collection rare et on n'a pas su la garder, on n'a pas su attirer du monde, on n'a pas su créer une attractivité, une dynamique autour de cette collection. Parce que c'est quand même une collection de niche, hein, une collection d'avions. Toujours. Ouais. Bon, le cas à déplorer, c'est le KC-97, effectivement, qui malheureusement a été ferraillé. Je pense qu'il était sorti de la collection. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Le fait qu'il ait été transformé en bar, on l'a dit tout à l'heure, a dû le mettre dans le domaine privé. Là aussi, ça a duré que quelques années. Ça a duré que quelques années. Et ça, c'est une grosse perte parce qu'il y en a vraiment très peu. En tout cas, moi je tenais à remercier aussi dans cette vidéo des gens comme Guy Poussard, des gens qui cherchent à préserver le patrimoine aéronautique. Et c'est encore plus difficile quand on cherche à préserver des gros avions. Donc je tiens à remercier ces personnes-là de faire ce qu'ils ont fait. Mais on a le problème un petit peu partout sur l'agglomération, je crois, dans d'autres agglomérations. Donc, à Villers, on en parlait tout à l'heure, quand on a commencé la vidéo, il y a quasiment plus de vestiges, mais le terrain n'est pas constructible. À Malzéville, il y a pas mal de choses qui ont disparu. Le hangar, il est centenaire aujourd'hui. Le hangar est centenaire cette année, absolument. Et tout, en dehors des bâtiments, tout ce qui est papier, tout ce qui est photographie, tout ça, de temps en temps disparaît. C'est quand même la matière première de l'historien. Oui, absolument. C'est malheureux pour l'historien, effectivement. Ce sont des choses, les gens ne portent pas de valeur à ça. Et c'est ça qui est dommage. Le français n'est pas conservateur. L'anglais un peu plus. L'allemand aussi. L'allemand aussi, mais le français n'est absolument pas conservateur. Quand on tombe sur une vieille photo, elle a potentiellement une valeur, pas une valeur pécuniaire, mais une valeur historique. Informative. On a de l'information dessus. Il faut savoir la regarder. Il faut savoir la regarder. Je te propose d'aller voir l'intérieur du bâtiment. Ah, volontiers. Enfin,
qu'il en reste. Ce qu'il en reste. Allez, viens, c'est parti. Alors là, Christophe, on est finalement au milieu de ce qui reste de ce musée de l'aviation de Nancy. Ouais, sur le sol. On est sur le sol parce que le bâtiment a été effondré, hein, le bâtiment a disparu. Ouais. On retrouve, bon bah voilà, quelques vestiges. Donc c'est enrobé qui a été posé là avant de mettre la structure. On a l'emplacement où se trouvaient les ancrages des piliers. les Ouais. ancrages des piliers Ouais. de cette magnifique structure en lamellé collé, Ah, énorme. énorme aussi, oui. Et là, on avait donc une collection d'avions remarquables. On Ouais. avait la fameuse Caravelle qui arrivait en vol ici, qui s'est posée sur le terrain à côté. Donc les avions étaient stockés en dehors du musée. Voilà, hein, vraiment. les avions étaient stockés en dehors du musée. C'était là où on était tout à l'heure. On a montré les hangars de la LAT. Ouais, les hangars militaires. Ils ouais. étaient stockés le long du terrain. Donc sur le terrain militaire, mais ils étaient protégés. Ça c'est très important. Ils étaient Ouais, protégés. protéger des intrus, mais pas des intempéries. Pas effectivement, des intrus. C'est ça qui est le plus embêtant pour ce type de machine, c'est qu'elles sont visitées, ouvertes, etc. Donc il y avait de toute façon des patrouilles de militaires qui faisaient régulièrement le tour. Pour Ça se passe vérifier, bien, ouais. quoi. Voilà, c'était surveillé. Les avions sont arrivés pour certains en vol, comme la Caravelle, et d'autres sont arrivés en camion. D'accord. Et ils sont restés stockés longtemps alors. Ils sont restés stockés très longtemps, le temps que les responsables de l'association, les Ailes de Lorraine, trouvent le moyen de faire construire ce musée là-bas. La Caravelle s'est posée, je me souviens, en fait, de l'arrivée de la Caravelle. Elle s'est posée sur la piste principale, là-bas, sur le terrain d'essai, en utilisant le parachute frein, parce qu'on n'a quand même pas une longueur Bah ouais, c'est un peu court. Donc, comme à Roissy-Charles de Gaulle, donc on a utilisé le parachute frein. en même temps, ça conforte ce qu'on a dit tout à l'heure sur la taille. la taille du terrain, La taille du terrain qui n'est pas énorme. qui n'est pas adaptée à l'aviation d'aujourd'hui. Ouais, pour d'autres raisons aussi. Bon, après, il y a des raisons de nuisance. Il y a des raisons urbaines aussi, parce que Oui. l'urbanisme a gagné tout autour, avec des villages comme Saulsure, Pulnoy, Absolument. Seulchamp, Essay. Donc c'est un peu trop enquisté dans la ville pour pérenniser une activité aéronautique. Oui. Mais donc ici, Alors, finalement, au début des années 90, on fait un musée de l'aviation. on fait un musée de l'aviation. Avec ces marquages au sol qui rappellent un petit peu les tarmacs. Hein. Donc c'était tout à fait comparable au musée de l'air et de l'espace, plus petit en taille, Ah bah, plus mais petit. quand même avec une belle collection. Oui. Et c'était ambitieux pour Nancy d'avoir un musée de l'aéronautique. C'était, je pense, tout à fait intelligent d'avoir une culture aéronautique, puisque on l'a vu, Nancy est quand même assez liée, et tu l'expliquais dans ton livre, assez liée à l'histoire de l'aéronautique en général. Et c'était une bonne idée. Donc ça, c'était le travail de gens passionnés, donc Guy Poussard, qui a petit à petit collecté les avions, qui a trouvé les moyens de s'organiser pour monter Le financement, évidemment. le financement, la construction de ce bâtiment. Et puis l'affaire lui a un petit peu échappé des mains. Et lui a échappé des mains, c'est tombé entre les mains de la collectivité qui a voulu voir encore un peu plus grand en créant des postes. Il y avait donc des charges salariales importantes, ce qui a conduit finalement à la faillite du musée. Oui, alors, j'ai cherché un petit peu avant qu'on se rencontre. Et en fait, là, on avait une surface de 7500 m², avec la collection d'avions. En même temps, c'était pas chauffé. Donc, pour faire venir le public, donc en hiver, on peut accueillir personne, Alors on peut accueillir, si, on aura quand même des gens qui vont venir, avec des moufles. avec des moufles et avec la doudoune, mais c'est vrai que c'est pas trop adapté à une période hivernale. En été, c'est un peu plus facile, effectivement, les gens sont en vacances, donc un musée, on le sait, c'est pas rentable. On Oui. le sait. Mais bon, a priori, on était qu'à 8000 visiteurs par an. Donc, C'est pas beaucoup. c'est c'est pas vraiment beaucoup. pas beaucoup. Et ça, c'est peut-être lié au fait aussi que le bâtiment soit isolé. Il était le seul, en fait, ici à cet endroit-là, à proposer une telle activité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, on dirait aujourd'hui, un écosystème. Il n'y a pas des gens qui viennent, par exemple, sur d'autres activités dans le coin et qui disent « Ah bah tiens, ce coup-ci, je vais visiter le musée ». Là, le musée est tout seul pour se défendre. Ouais. Mais finalement, ça fait écho à plusieurs choses, parce que quand, à partir des années 80, fin des années 80, début des années 90, il y a des activités qui viennent sur le terrain. Il y a un petit circuit automobile. Ah oui, On a vu l'échec du KC97. Ici, on est sur les mêmes dates, puisque si je me souviens bien, c'est juin 93 pour l'inauguration officielle du musée avec Patrick Baudry. oui. Et finalement, ça génère pas d'activité, ça génère pas de flux de touristes. Non. On peut peut-être être assez prudent sur les aménagements futurs. Il va falloir faire venir les gens. Bah, c'est un peu l'idée de ce que j'ai pu en voir sur Internet. C'est ce qu'on peut appeler effectivement
appeler effectivement un écosystème. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas pour une seule activité. Oui. Il y a un certain nombre d'activités diverses qui vont justifier un flot, on va dire moyenné, de personnes intéressées par l'une ou l'autre des D'accord. activités. Et Mais alors ici, c'était un échec, hein, on peut le constater quand même. alors ça aurait pu peut-être durer un peu plus longtemps. Un musée comme ça, il n'y a pas besoin de grand monde pour le faire fonctionner, il y a besoin d'une personne à la billetterie. Là, de ce que j'ai compris, il y avait quand même une somme importante dépensée en charge salariale, ce qui représente à peu près 4-5 personnes, je dirais. Donc c'est beaucoup trop. C'est beaucoup D'accord. trop. Donc, si tu te souviens peut-être des dates, en 93 pour le début, ça a fermé quand en fait? Bah, définitivement en 98, je crois. En 98, ouais. Et puis la tempête de 99 a créé en fait une ouverture énorme dans le bâtiment. Alors, Ça a abîmé les avions alors? ça a abîmé un petit peu des avions, fort heureusement pas de façon Irrémédiable. irrémédiable, voilà, exactement. Alors, certains disent que le bâtiment n'était pas assez solide, mais on peut quand même signaler que le bâtiment est entouré de rien d'autre. Hein. Il n'y a pas Ouais, un autre il est tout bâtiment. seul, oui. Il est tout seul face C'est au vent. Massif. Il est massif, il est grand. Il y avait une grande façade verticale, peut-être un peu frêle au niveau de sa structure. Il faut quand même signaler qu'elle a tenu suffisamment, parce que on signale, beaucoup d'arbres sur le plateau de Mazéville sont tombés lors Oui, de c'est cette vrai. tempête. Donc voilà, il était quand même pas si fragile que ça. Et alors, les avions ont été dispersés? Alors les À ce moment-là avions effectivement sont restés un moment dans ce bâtiment. Le bâtiment a été rebouché, refermé, Tant bien que mal. tant bien que mal. Bon, ça a coûté un petit peu d'argent encore une fois à la collectivité, hein, qui avait donc, de toute façon ce bâtiment entre les mains. Les avions ensuite ont été sortis, puisque voilà. Ouais, on pouvait pas les laisser là. Et puis ce bâtiment, bah, on ne pouvait pas en faire grand chose non plus. Il avait coulé. Donc finalement, ils sont retournés chez les militaires étaient encore là. Ouais. On les a ramenés là-bas pour qu'ils soient au moins à l'abri, parce que ce bâtiment, finalement, était un peu ouvert au cas de vent. Et voilà, on sait ce qui est devenu après, il y a eu du squat. Heureusement qu'il n'y avait plus les avions dedans. Mais pour Ouais. sortir les avions, puisqu'il y avait une Caravelle dedans, le Neptune, des avions relativement grands, il a fallu, comme à la construction, démonter Ouais, La une façade. façade pour pouvoir sortir les avions. voilà, la façade côté est pour pouvoir sortir les avions. Et donc après, t'as dit, j'ai attrapé ça dans ta phrase, le bâtiment était à l'abandon et était squatté en fait. Voilà, donc on trouve quelques images sur Internet, effectivement, d'Urbex, Ah, d'Urban Exploration. Et effectivement, le bâtiment était squatté, il y a des tags partout. Tout ce qui avait pu être cassé à l'intérieur a été cassé, mais on conservait quand même la structure en lamellé-collé, qui était magnifique. De toute façon, la structure commençait sur des piliers, elle commençait relativement haut. Et On aurait pu en faire quelque chose d'autre moi, personnellement, j'estime qu'on aurait pu en faire quelque chose. Bon, il y a eu forcément des études de fait. Ils ont décidé que ça coûtait plus cher d'essayer de sauvegarder ce machin-là que de le raser. Donc, il a été rasé. En 2015, je crois. Hein. Oui, par là, oui. En 2015. Et ce bâtiment a pu faire une grande salle de sport, pourquoi pas? Oui. Une salle de sport couverte. Après, il n'y a pas besoin de chauffer. C'est pas nécessaire. Je sais que le bâtiment n'était plus aux normes par rapport aux isolations, mais il y a un hangar comme ça ne s'isole pas. Ouais. Moi, les seuls hangars chauffés que je connaisse, c'est des hangars qui sont utilisés pour de l'exploitation, pour de l'aviation civile, pour mettre D'accord, ouais. des avions de ligne dedans. Il y a Ah des oui, gens qui travaillent. Ils travaillent, des Et ouvriers, on, oui. et on chauffe, mais on n'a plus de problème d'argent à ce niveau-là. Ouais. On sait le financer. Là, En gros, si on résume, donc inauguré en 93, ouais, fermé en 98, donc 5 ans d'activité, très peu. avec très peu de monde, une masse salariale très importante. Je crois que si on cherche un peu sur Internet, on trouve les chiffres, Oui. c'est assez hallucinant. Un bâtiment qui est vidé, Oui, donc une coquille vide entre 98, non peut-être 99 parce qu'en 98 ça ferme, mais les avions sont encore là. Donc vidé en 99 après la tempête. Oui. Et encore 16 ans d'un bâtiment vide qui occupe le terrain, qui est ouvert au cas de vent, qui est squatté, qui est abîmé pour enfin terminer par une démolition. par une démolition à la pelleteuse, donc une société qui est spécialisée là-dedans, qui est venue donc détruire et recycler les matériaux. C'est Donc, un peu triste comme histoire. Mais c'est vraiment très triste, effectivement, parce que ça aurait pu être quelque chose de magnifique. Magnifique. Et puis surtout, on perd ce lien entre Nancy et l'aviation à partir de là. Autant on l'a perd un peu partout. Oui, un peu partout, mais c'est encore plus vrai, puisque c'est le sujet, c'est pour Nancy. On a su marier en fait l'aviation et Nancy dès le départ. Ça allait bien d'ailleurs, le titre de ton livre en parle. L'amour et la gloire, ouais. L'amour et la gloire entre Nancy et l'aviation.
À partir de là, on sent bien que ça sent le divorce, quoi. L'aviation se sépare. D'ailleurs, les avions ne sont pas restés sur Nancy, ils ne sont plus là-bas. Ils sont partis dans la Somme, à Albert, pour la majorité de ces avions. D'accord. Ils ont été dispersés un peu partout dans des musées qui ont pu les accueillir. Et si on se projette un peu dans l'avenir aéronautique de cette plaine flageole, parce que c'était quand même le centre de cette vidéo où on voit ici un musée qui a périclité extrêmement rapidement, un aéroport qui n'est plus aéroport depuis l'ouverture de Metz-Nancy-Lorraine et qui est en fait, même si la piste a été rallongée, qui est un terrain de secours en cas de problème, mais oui, absolument. avec les villages qui se développent autour, il n'y a pas la sécurité, il y a les nuisances sonores. Aujourd'hui, on sait que l'aéroport, il sert soit pour l'aviation de tourisme, faire un petit peu des baptêmes de l'air et de la formation de pilotes de base. Oui. Il y a quelques petites entreprises. Quelques petites entreprises. Un petit peu l'aéronautique, mais l'aviation sanitaire. On sait qu'il y a pas mal d'aviation sanitaire. Donc en fait, l'aspect aéronautique, purement aéronautique de la plaine, il est en train de se déliter. Je dis pas qu'il est condamné, mais comme un peu partout en France, effectivement, les aérodromes, ce sont des surfaces qui donnent envie. C'est de la surface constructible, plate souvent. C'est souvent plate. À part en montagne, c'est souvent plat. C'est facile à viabiliser. Et ça donne envie. Effectivement, là, ce terrain, le morceau de la plaine flageole sur lequel on est aujourd'hui, va être en partie effectivement réaménagé pour y mettre des commerces. Ici, ce vestige-là qu'on voit ici, là, sous nos pieds, dans quelques mois, ça va être déblayé, effectivement. Il n'existera plus du tout, quoi. Il n'existera plus. La dernière trace du musée de l'aviation de Nancy va disparaître sous nos pieds. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Bon, c'est une histoire, ça se termine un peu triste comme vidéo, mais bon, c'était justement l'objet de cette vidéo, c'était de rendre hommage à la plaine flageole. Ouais, de se souvenir pas forcément au musée, ça fait partie de son histoire, mais la plaine flageole telle qu'on l'a connue, telle que les Nanciens l'ont connue depuis très longtemps, une zone dégagée sur laquelle il fait bon aller se promener pour se ressourcer. Mais aujourd'hui, et petit à petit, voilà, ça va être mangé par l'urbanisation, par les commerces. En même temps, j'allais dire, c'est presque incroyable que ça ait survécu comme ça aussi longtemps. Absolument. On peut l'expliquer peut-être par ce lien avec les militaires. Oui. Peut-être ce terrain est resté très longtemps militaire, ce qui interdisait en fait au monde civil d'y avoir accès, de construire dessus. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les militaires ont reculé. Ils sont plus là d'ailleurs. Ils sont partis plus au quartier Kléber. Et voilà, il y a un tiers de cette surface là où on est, un tiers de cette grande surface qui va disparaître sous des bâtiments. Ouais. Alors, effectivement, les aménagements façon années 70, on va bétonner à fond. Là, il va y avoir effectivement un aménagement intelligent avec des espaces verts, des arbres, etc. Mais c'est quand même pas une surface herbeuse vide sur laquelle on a une vue magnifique et imprenable sur Nancy. Là où ça peut peut-être fonctionner, c'est comme tu dis, c'est qu'on n'implante pas une activité en espérant attirer du monde. On va implanter une série d'activités qui vont générer sans doute du flux parce qu'on n'est pas loin d'axes qui viennent de l'Est et de l'Ouest de l'agglomération. On apprend de ses échecs, hein, le bar avec le cassé 97, le musée tout seul isolé. Alors, effectivement, ça n'a pas marché. Du côté de Strasbourg, il y a le même genre de zone d'activité qui a été construite il y a quelques temps. Ça a l'air de fonctionner. Donc, a priori, ça va aller. Ça va aller. En tout cas, voilà, ça mange une partie de cet ancien aérodrome. Donc, on fait historique. On fait de l'archéologie aéronautique finalement. Complètement. Mais c'était déjà il y a 100 ans. C'était déjà il y a 100 ans. Christophe, on a fait le tour de la plaine flageole finalement, on a vu tout ce qu'on pouvait voir. Oui, on a dit beaucoup de choses. On a dit énormément de choses effectivement, on a eu de la chance d'avoir un temps magnifique. Oui, c'est beau. Moi ça me fait plaisir d'être là parce que ça me rappelle un petit peu à l'époque où je venais quand j'étais jeune. Ouais. Profiter de cette grande prairie à 2 pas de Nancy. Oui, tout près, où on venait voir décoller les avions quand on était on venait voir, effectivement, il y avait beaucoup d'activités aéronautiques à l'époque. Hein, dans les années 80-90, on avait de l'activité au plateau de Malzéville avec le vol à voile. On avait de l'activité aéroclub ici avec le reste de l'aéroclub de l'Est. À SL et Nancy, on avait de l'activité d'aviation civile. Avec le transport régional de la TAT. On avait la LAT qui était juste au bout là. Avec des essaims de gazelles qui passaient avec des pumas. Oui. On avait également des militaires. Les militaires de Nancy-Hochet, de Toules-Rosières. Oui. Et tout ça, ça a un petit peu effondré.
maintenant. Une fois que les militaires sont partis, effectivement, mais... Alors, il reste Nancy-Hochet. Oui. Bon, ça vole beaucoup moins, on avait beaucoup plus d'activité aérienne. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, c'est ce qui m'a donné envie de voler. Finalement, Oui. c'est que j'avais le nez en l'air tout le temps, en fait. On les voyait, on les entendait tout le temps, Voilà, de chez nous, du lycée où on était, là, C'était pas loin. cette ambiance sonore, ouais, c'est vrai qu'on Ouais. habitait, nous, à Saint-Max, juste À 300 derrière. mètres d'ici, à vol d'oiseau, quoi. Et on venait souvent à pied, ici sur Fourcé, on a une grande prairie. Ouais. C'était sympathique de venir En marcher. été, pour les petites balades, et puis on voyait les avions, ça avait un petit côté poétique, Exactement. d'invitation au voyage, invitation au grand air. On avait des avions de collection qui étaient parqués là-haut avant qu'ils soient au musée. Feu le musée. Feu le musée. Ah oui, c'était toute une ambiance. C'était une ambiance, c'est ça. Et ça a disparu, c'est un peu triste. Donc on voit bien que ici, comme partout en France, en fait, l'aéronautique recule d'un pas. Enfin, l'aéronautique palpable, quoi. Recule d'un pas. Je parle pas de l'aviation commerciale avec les moyens courriers et long courriers qui, elles, se développent de plus en plus, mais l'aviation à échelle humaine, en fait, recule, tout simplement. Mais il faut dire qu'on est très proche de la ville aussi et que ça favorise pas ce genre d'activité. Ça favorise pas, effectivement, mais il y a quand même peu d'aviation de loisirs aujourd'hui. C'est cher. Ça a toujours été cher en même temps. Bon. Christophe, Oui. je te remercie énormément je pour t'en ta prie. participation pour cette vidéo, pour ton apport historique. C'était un plaisir. Tu as développé tout ça en détail dans ton livre, c'est ça? Absolument. Alors le livre, on rappelle le nom du livre, le titre Alors du le livre. titre, c'est Nancy et l'aviation, une histoire d'amour et de gloire, qui couvre toute l'histoire aéronautique sur les 20 km autour de Nancy, des origines Ouais. jusqu'à 1960, Oui. et qui permet, avec beaucoup d'iconographie, de toucher de l'histoire de la ville, un peu d'histoire de France et beaucoup d'histoire de l'aéronautique sur la zone. Donc il n'est pas disponible en librairie, il est disponible en ligne. Il y aura le lien en dessous de la vidéo. C'est un livre qui est, entre guillemets, cher, ça dépend du budget de chacun. Oui. On va rappeler son prix. 59,90, mais il faut naturellement rajouter les frais de port. Les frais de port, par contre, c'est un bouquin qui est très lourd, qui est très gros, c'est un beau pavé, Oui, un format A4 d'ailleurs, de 367 pages. 367 pages, avec beaucoup d'illustrations, c'est pas que du texte. Ah oui, oui. Et vous allez apprendre plein de choses, que vous soyez nancéen, adorateur de l'aéronautique ou non d'ailleurs, parce que ça Ouais. concerne aussi Adorateur de votre ville, tout simplement. voilà, de Nancy, et puis si vous êtes passionné d'aéronautique en général, pas forcément autour de Nancy. Christophe, Oui. est-ce que ça te dirait de refaire une vidéo historique sur un autre terrain? Ah, volontiers. Quand tu veux. Volontiers, ça te plaît? Ah, quand tu veux. Voilà, on a le choix en même temps. Il y a pas mal de terrains qui sont décrits dans ton livre. Oui, il y en a on beaucoup. Malzéville, on a Villers. On pourrait faire Azelo aussi, pourquoi pas. Pourquoi un pas jour. pour Saint-Vincent, Voilà. pourquoi... Bah, si t'es partant, tant mieux, merci. Bah, je t'en prie. Et puis alors on va se dire à une prochaine fois pour une vidéo À très bientôt. sur planon.com. Sur planon.com. Merci Christophe, Bah, je t'en prie. à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette longue vidéo en hommage à la plaine Flageols. J'espère qu'elle vous aura plu. Espérons que les oiseaux qui nous ont accompagnés lors du tournage ne vont pas disparaître avec les buissons qui leur servent d'habitat. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur planon.com. Alors, tu vois Christophe, c'est un avion magnifique. On est quand même sur un avion relativement gros qui pèse 37 tonnes à vide, 70 tonnes en charge. Il est équipé de 4 moteurs Pratt & Whitney Wasp Major qui font 3500 chevaux chacun. On est sur 14 000 chevaux au total. C'est un avion magnifique. Une belle pièce de collection et surtout une pièce de collection rare. D'accord. Donc tu peux l'admirer là. Oui, ça a quand même de l'allure. Hein. Ça a de l'allure, voilà, effectivement. Oui. Malheureusement, il a été détruit. Il est pas venu en vol de toute manière. Il n'est pas venu en vol, il est venu sur un camion en pièces détachées. C'est une entreprise spécialisée qui a fait ça et qui l'a assemblé là ici sur place. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est le seul terrain militaire américain? On la recommence. Allez, on recommence. Venir une base de formation. Et va servir aussi aux réserves. Il y a deux fuseaux légèrement décalés, donc ça fait un fusage un peu particulier. Un fuseau lorrain, absolument, parce qu'on est en Lorraine. Cet avion, J'aime pas la pêche. on va faire l'abricot. Donc ça c'est la deuxième prise de la conclusion. Hein